Ce soir, 17 ans plus tard, la saga de l'eau contaminée se poursuit à Shannon. Je lui ai toujours promis que je n'abandonnerais jamais jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Des centaines de cancers dans une petite communauté. Les citoyens de Shannon ont été exposés à cancérigènes et donc ils ont subi un préjudice. Mais selon la santé publique, c'est une trop petite population pour établir un lien entre l'eau contaminée et ces cas de cancer. Est-ce que ça veut dire que les petites populations sont condamnées à ne pas avoir d'études de qualité? C'est une très bonne question, puis je répondrais oui. Des citoyens qui se sentent abandonnés. Bienvenue à Enquête. Il y a 9 ans, à Enquête, on vous racontait le drame des gens de la petite communauté de Shannon, près de Québec. Leur eau était contaminée par un produit hautement toxique. En fait, il y avait plusieurs dépotoirs à ciel ouvert sur le site de la fabrique de munitions, dans lesquels on déversait toutes sortes de produits chimiques. Les camions reculaient ici. Ils dompaient. Puis là, épais, tu sais, comme du yogourt, ça s'en allait tranquillement, puis avec la pluie, mais tout ça, c'était plein. Le chat est sorti du sac en décembre 2000, après que SNC ait analysé l'eau du puits d'un de ses employés qui habitait à Shannon. On a eu une lettre à notre porte nous disant que les puits risquaient d'être contaminés par du TCE, trichloroéthylène, et qu'il fallait ne pas boire de l'eau, ouvrir la fenêtre quand on prenait la douche. Ici, à votre droite, c'est une demoiselle Vachon, mais elle a eu un cancer du côlon, puis possiblement un cancer du cerveau en même temps. Je partais là, au moins 8 heures par jour, même 10 heures, là, à aller travailler, que je consommais pas cette eau-là. Là. Mais eux, c'était tout le temps à l'école, à la garderie, à la maison. Les sports, les loisirs, les gymnases, la piscine, tout était là. Je suis allé à la santé publique 2 fois, puis je leur ai demandé 2 fois, je voudrais avoir une étude épidémiologique, puis ils n'ont pas voulu. Une étude menée sur un village aussi petit que Shannon risquerait de créer inutilement la panique. Si on se met à suivre cette population-là pendant 20 ans, ça va coûter tellement cher qu'il n'y a pas un gouvernement qui va s'embarquer là-dedans. Ça va être des millions et des millions de dollars pour aboutir tout le temps à de l'incertitude. Je veux que le gouvernement du Canada reconnaisse sa responsabilité et qu'il assume les conséquences de cette contamination-là, tant au niveau monétaire que de la santé des citoyens. Ça devrait être simple. Marie-Maude, on découvre que l'eau est contaminée au TCE, qui est un produit hautement toxique, cancérigène. Les gens boivent de l'eau et ils sont persuadés que l'apparition de cancer, c'est directement lié à la contamination. Et ça fait 17 ans que les citoyens de Shannon attendent qu'on reconnaisse ce lien et pensaient que la direction de la santé publique mènerait une étude et qu'enfin, on confirmerait ce qui, pour eux, est tout à fait évident. Évident, mais pas si évident que ça, justement. Et ce soir, on va vous révéler le bras de fer qui se joue entre les citoyens et la santé publique. Palais de justice de Québec, prise 2. Des citoyens de Shannon se retrouvent de nouveau face à la Défense nationale et à 2 entreprises privées. Cet épidémiologiste est leur nouvel allié. Ses travaux s'opposent à une étude de la Direction de santé publique. Voici son directeur. Il est ici comme témoin, à la demande du procureur général. Les combattants de la première heure sont là, animés par la même indignation. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui sont atteints de cancer encore aujourd'hui puis qui souffrent. Il y a des jeunes, il y a des enfants. Moi, derrière chaque dossier, je peux mettre un visage, je peux mettre une famille. Encore, là, il y a 2 semaines, il y a une jeune dame de 52 ans qui est décédée d'un cancer du côlon. 52 ans. Les citoyens avaient intenté un recours collectif, mais dans le jugement de 2012, le lien entre l'exposition au trichloroéthylène, le TCE, et leurs problèmes de santé n'a pas été reconnu. Ils demandent maintenant à la Cour d'appel de se pencher sur une nouvelle preuve.
À Shannon, on veut savoir s'il y a un risque. Si les gens qui ont été en contact avec le trichloroéthylène ont plus de chances de développer un cancer que les autres. C'est ça qu'on veut savoir. On n'a jamais eu de réponse de la santé publique. Marie-Paul Spizer est la présidente du regroupement des citoyens de Shannon. Malheureusement, c'est un des puits qui avait le plus haut taux de trichloroéthylène, 1200 mg par litre. C'est largement supérieur à la norme qui est aujourd'hui de 5 mg. Ce puits se trouve directement au-dessus du panache de contamination. Une modélisation démontre comment le TCE s'est répandu sous les résidences du quartier. Cette zone s'appelle le Triangle rouge. Il y a 17 ans, la petite ville de Shannon, près de Québec, découvre que la base militaire Valcartier a déversé le dégraissant toxique dans l'eau potable pendant des décennies. Vous n'avez pas avisé la population de Shannon. Je trouve que c'est un scandale, monsieur. Jean Bernier est l'encyclopédie vivante du regroupement des citoyens. Ici, ça l'a ouvert en 1938. C'était l'arsenal du Canada. On faisait de la munition à l'approche de la Deuxième Guerre mondiale. On rejetait différents produits chimiques, entre autres le trichloroéthylène, qui, avec les années, a percolé jusqu'à la nappe phréatique. Ça s'en va vers ma droite, sous Shannon, jusqu'à la rivière Jacques-Cartier. Et puis Shannon, toutes les résidences avaient un puits privé. C'est devenu les puits contaminés au trichloroéthylène. Les résidences ont depuis été raccordées à l'aqueduc municipal, mais les citoyens côtoient toujours les vestiges de cette usine de munitions. Elle est laissée à l'abandon sur un terrain qui n'a jamais été décontaminé. Les membres du regroupement des citoyens s'attendaient à ce que la santé publique les aide à trouver un lien entre le TCE et les nombreux cas de cancer dans la communauté. Mais leurs espoirs ont été déçus. Je connaissais pas le TCE du tout. Quand je me suis aperçu que c'était un dégraisseur, mais cancérigène, alors là, je suis allé à Santé publique Québec. Je n'ai pas été reçu très bien au début, là, parce que, comme on dit, j'étais un emmerdeur un peu dans ça. Là. Le docteur Claude Junot a amorcé un véritable travail de moine au début des années 2000. Il a recueilli les dossiers médicaux de près de 500 patients atteints d'un cancer. Quand je me suis mis à penser aux patients que j'avais traités, puis principalement dans les rues qui sont autour d'ici, là, que ce soit Juno, que ce soit Conway, que ce soit Kings Drive, la station, puis je faisais le tour des maisons, puis il y avait du cancer dans toutes les maisons à peu près. J'ai pas aimé ça. Depuis des années, ces citoyens demandent à la santé publique de mener une recherche épidémiologique. L'épidémiologie, c'est l'analyse des facteurs qui ont un impact sur la santé des populations. Et je partage l'angoisse des citoyens face aux risques à la santé qu'ils ont vécus. Jusqu'ici, la santé publique se limite à mener des analyses sommaires sur la fréquence des cancers à Shannon, selon lesquelles il est impossible de conclure à un problème particulier. Le docteur François Desbiens s'appuie sur les arguments de l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, pour refuser les demandes répétées des citoyens. La réponse que j'ai eue, après avoir consulté l'Institut national de santé publique, c'est que c'est pas possible de faire une étude épidémiologique. C'est pas qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que la population est trop petite, exposée. On n'a pas la puissance statistique. Une population trop petite pour obtenir des résultats concluants. C'est l'argument que la santé publique invoque depuis le début de cette saga pour justifier son refus d'une étude épidémiologique. On a toujours eu les mêmes réponses. C'est pas faisable. Je pense que c'est un manque de volonté de la part de santé publique. J'ai l'impression que c'est un peu... ce qu'on sait pas, ça fait pas mal. Mais non, justement, moi, je les veux, les réponses. Moi, c'est ce que j'aurais aimé que Santé publique fasse, qui pousse plus les recherches sur le trichloroéthylène pour qu'on soit capable de, justement, de faire le lien avec d'autres cancers, comme celui, par exemple, du cancer du cerveau. Chantal Mallette a voulu fuir Shannon. Elle est partie s'installer à Yellowknife après la mort de son fils Alexandre. Le cancer du cerveau agressif qui le rongeait.
l'a finalement emporté en février 2009. Il n'avait que 18 ans. Je trouvais ça difficile, par moments, le fait que toute l'histoire d'Alexandre avait été tellement médiatisée qu'à un moment donné, je me sentais pris. J'étouffais là-dedans. J'avais de la misère à composer avec tout ça. Fait que je me suis dit, il faut que tu partes d'ici, ça n'a pas de bon sens. Elle est revenue dans la région pour revoir des amis et suivre les audiences au tribunal. Une façon d'honorer une promesse faite à son fils. Je lui ai toujours promis que je ne le laisserais jamais tomber, que je n'abandonnerais jamais, jamais cette cause-là, que je la suivrais de près jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. 17 cas de cancer du cerveau sont recensés par le Dr Junot. Les citoyens, inquiets, se tournent de nouveau vers la santé publique. Lors de la rencontre de 2010 avec les citoyens, où on leur a donné la copie du rapport qui faisait état du suivi des cancers, puis on leur disait, bien, il n'y en a pas plus dans la communauté. Puis on leur a tout expliqué ça. Ils étaient déçus. Ils disaient, ah, Dr Desbiens, on aurait aimé plus. Mais Dr Desbiens, savez-vous qu'on a beaucoup de cancers du cerveau dans notre communauté? Parmi tous les cancers que Dr Junot puis que les citoyens a dépistés, on en a beaucoup, beaucoup. Donc, ce que j'ai acquiescé, c'est de faire une étude d'agrégat parce que j'avais des citoyens inquiets pour du cancer du cerveau. La santé publique accepte enfin de réaliser une étude dont l'objectif est de déterminer s'il y a un excès de cancer à Shannon. Elle se penche sur le cancer du cerveau, mais aussi sur les cancers du rein et du foie et sur le lymphome non-hodgkinien. De plus, la DSP nomme un comité conseil complètement indépendant. Son mandat est notamment d'approuver les conclusions de l'étude. Quand Santé publique a annoncé la mise en place d'un comité d'experts, on a reçu les CV des experts. C'était impressionnant. Je me dis, mais c'est finalement, il y a quelqu'un qui connaît ça, qui va s'intéresser à Shannon puis à la vie des citoyens. En avril 2016, la santé publique accouche finalement de son rapport. Est-ce que le nombre de cancers du cerveau observés est plus important que celui attendu? La réponse est non. Il ne s'agit pas d'établir un lien de cause à effet entre les cas de cancer recensés sur ce territoire et la présence de trichloroéthylène dans la nappe d'eau souterraine. L'étude conclut qu'il n'y a pas plus de cancer à Shannon qu'ailleurs. Elle juge qu'il est inutile de poursuivre les travaux. La santé publique n'essaiera pas de trouver un lien de causalité si important aux yeux des citoyens. 249 % plus de risques de cancer dans le secteur qui a été exposé, c'est la conclusion de l'expert des citoyens. J'ai posé une question au directeur de la santé publique parce que là, j'étais très inquiète. Puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous aller dire aux citoyens de Shannon? Les gens vont penser qu'il n'y a tout simplement pas de problème, qu'il n'y en a jamais eu, puis qu'il n'y en aura jamais. Puis il m'a répondu que c'était lui qui prenait les décisions, qu'il était très à l'aise avec la méthode qu'il avait employée pour y arriver. L'intérêt de l'épidémiologie, c'est de comparer des fréquences de problèmes de santé ou de cancer dans deux groupes. Un groupe exposé, puis un groupe non exposé ou un groupe non exposé, moins exposé, par exemple. Claude Tremblay est le représentant des citoyens au sein du comité conseil. Il a un doctorat en épidémiologie et en toxicologie. En fait, la direction de santé publique voulait uniquement regarder, donc, la fréquence des cancers dans cette population et la comparer avec la fréquence attendue en relation avec la population québécoise. Et nous, on leur disait, au-delà du portrait que vous dressez, il faut vraiment aller un peu plus loin, évaluer, s'il vous plaît, le risque en lien avec l'exposition. Le comité conseil envoie à la santé publique une proposition unanime. Isoler la population du fameux triangle rouge et comparer l'incidence des cancers dans ce secteur avec celle d'une population à Shannon qui n'a pas été exposée au TCE. Il n'y avait aucune ouverture. Le directeur de santé publique nous a dit simplement, « J'entends votre proposition, je n'y répondrai pas. » Ces gens-là vous ont demandé rapidement de tenir compte de l'exposition. Oui,
Oui, ils m'en ont demandé. Ils voulaient établir un lien causal et se disaient, on ne peut pas juste faire une étude descriptive. Vous avez eu à plusieurs reprises des demandes du comité conseil. Mais disons que les données que vous demandez, l'exposition n'est pas disponible. On n'a aucune capacité de savoir, au cours des 50 dernières années, quelle était la concentration précise dans la nappe phréatique, et encore moins de savoir qu'est-ce qui coulait des robinets des personnes. On ne connaît pratiquement jamais la dose. Larissa Taxer est épidémiologiste en pédiatrie au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Elle fait partie du comité conseil chargé d'appuyer les travaux de la santé publique. Il y avait 2 expertises des ingénieurs qui ont analysé les panaches et ils ont modélisé à peu près combien cette communauté a reçu en total de TCE. Pour moi, c'est déjà valide. Si je prends un contaminant dans votre sang, la concentration que je mesure maintenant, ça ne reflète pas toute la dose que vous avez absorbée pendant des années, mais je peux le modéliser. Dans son étude, la santé publique a regroupé les secteurs exposés et non exposés pour les comparer à l'ensemble du Québec. Selon des membres du comité conseil, cela dilue les résultats. Voilà pourquoi on n'a pas trouvé plus de cancer à Shannon qu'ailleurs. Vous avez pris toute la population de Shannon et vous l'avez comparée avec la population du Québec. Disons que on a pris ce que les fichiers administratifs nous permettaient de faire. Il y a beaucoup de militaires dans ce coin-là, et les militaires sortent à l'extérieur du Québec, et on n'avait pas les registres de santé dans les autres provinces ou au fédéral qui nous auraient permis de diminuer les pertes de vue. On est limité par les sources d'informations que nous avons. Les fichiers administratifs où on compile la localisation des individus et les problèmes de santé qu'ils ont. C'est ce qu'on avait. La population est trop petite pour ce faire. On n'aurait jamais la puissance statistique pour ce faire. On a utilisé la méthode qui était disponible avec la fiabilité scientifique. Juste prendre toute la municipalité de Shannon comparée au Québec n'avait pas beaucoup de sens dans cette situation-là. Larissa Taxer est formelle. On n'a pas fait la bonne étude. C'est une étude qui ne répond pas à la bonne question. L'étude d'agrégat, on le fait quand on n'a pas d'idée qu'est-ce qui pourrait causer une situation. La question n'était pas est-ce que nous avons plus de cancers que le reste du Québec. La question était est-ce que certains de ces cancers, et surtout dans la zone contaminée, sont plus élevés que le reste de Shannon. À la demande des citoyens, Claude Tremblay utilise des données partielles auxquelles il a accès dans une version préliminaire du rapport. Il compare le secteur de Shannon avec celui de Courcelette. J'ai comparé, moi, la population du groupe Shannon, qui contient en quelque sorte les gens exposés au TCE, en particulier les gens qui sont dans le triangle rouge, avec des gens qui, eux, sont moins exposés, donc qui sont dans le secteur Courcelette. Alors, au lieu de les mettre en relation avec la population québécoise, je les ai mis en relation l'un avec l'autre. Un groupe exposé par rapport à un groupe non exposé. Et ses conclusions sont percutantes. 249 % plus de risques de développer un cancer dans le secteur exposé. Pour pousser son étude, il aurait voulu avoir accès aux données complètes de la santé publique. Nous, du comité scientifique, nous avons demandé à la direction de santé publique la possibilité d'avoir la banque de données pour l'exploiter et l'explorer de façon adéquate selon nos compétences. Qu'est-ce qu'on vous a répondu? Ça a été une fin de non-recevoir également. Et Esther, les gens de Shannon ne sont pas les seuls à vivre ça. Non, il y a une situation semblable aux États-Unis sur une base militaire qui s'appelle Camp-le-Jeune. Il y a plusieurs personnes qui nous en ont parlé, notamment des scientifiques comme Claude Tremblay, qui sont très intéressés par les études qui sont réalisées là-bas. Et ça doit aussi inspirer les gens de Shannon. Tout à fait. Il y a des militants là-bas qui sont particulièrement inspirants pour les personnes de Shannon. Ils mènent toute une bataille sur le front politique et ils ont remporté des victoires assez éclatantes ces dernières années. Et vous êtes allés voir de plus près ce qui se passe là-bas. On vous emmène là tout de suite après la pause. Camp-le-Jeune est une importante base des Marines en Caroline du Nord. Comme à Shannon, des produits toxiques, dont le trichloroéthylène, y ont fait des ravages. Les Marines et leurs familles ont consommé de l'eau contaminée des années 50 jusqu'à la fin des années 80.
upwards of 1 million Marines and their family members were exposed to contaminated drinking water over 35 years. Nous nous sommes rendus à Camp-le-Jeune. Les autorités ont décliné notre demande d'entrevue, mais elles ont accepté de nous faire visiter les lieux. Aujourd'hui, rien ne laisse deviner l'ampleur de la contamination. Sauf peut-être quelques puits qui se font discrets. Pour comprendre ce qui s'est passé sur cette base, il faut aller à Elizabethtown, à 140 km de là. Ma fille, Janie, eh bien, elle était la seule de mes 4 filles à avoir été conçue, portée et mise au monde à Camp-le-Jeune. Jerry Ensminger est un ex-marine qui a passé un quart de siècle à Camp-le-Jeune. Nous l'avons retrouvé sur sa terre, parmi ses arbres fruitiers. En 1985, il a perdu sa fille Janie. Elle a succombé à un cancer à l'âge de 9 ans. À l'âge de 6 ans, on lui a diagnostiqué une leucémie et elle en est morte à 9 ans. Quand la poussière retombe et que le choc du diagnostic s'estompe, la première réaction est de se demander pourquoi. Jerry Ensminger met la main sur des documents que la Navy aurait voulu garder secrets. Il prouve qu'elle était au courant, dès le début des années 80, de la présence de plusieurs contaminants, dont le TCE, dans l'eau potable de la base. Il part en croisade contre son ancien employeur, la puissante Navy. But Camp Lejeune is the largest documented DoD environmental contamination incident on record. I know that some members of Congress... When you're fighting your federal government... Quand on se bat contre le gouvernement, il faut être déterminé. À défaut de quoi, vaut mieux abandonner. Quit. En 2012, il obtient une victoire éclatante, une loi spéciale signée par le président Obama. Elle porte le nom de sa fille Janie. La loi donne aux Marines et à leurs familles accès aux soins de santé pour plusieurs maladies, en lien avec le TCE. Elle oblige aussi le ministère américain de la Défense à financer des études épidémiologiques. Il a fallu se battre, parce que la Navy menaçait de ne pas financer les études. J'ai déjà allé au Congrès plusieurs fois. On a publié ces dernières années une série d'études sur l'exposition au TCE à Camp-le-Jeune. À Camp-le-Jeune, il y a eu des expositions fort complexes qui ont duré longtemps, mais cette fois, c'était dans l'eau potable plutôt que par inhalation, phénomène plus courant en milieu de travail. Ça soulève des questions importantes quant aux risques pour cette communauté. Patrick Bricey dirige l'ATSDR, l'agence fédérale vouée à l'étude des substances toxiques et des maladies qui y sont associées. Elle est chapeautée par les CDC, Centers for Disease Control and Prevention. Nous menons plusieurs études pour comprendre les risques à la santé des anciens combattants et d'autres personnes exposées à Camp-le-Jeune. Pour y arriver, il faut évaluer les conditions auxquelles ces personnes ont été exposées. Notre rôle est de répondre aux préoccupations de la communauté quant à leur exposition à des déchets dangereux. L'agence a étudié les registres de mortalité de plus de 150 000 militaires et civils à Camp-le-Jeune. Elle les a comparés à ceux de Camp Pendleton, une autre base des Marines en Californie. C'est l'épidémiologiste Frank Bovey qui a publié ses recherches en 2014. Nous avons analysé les causes de mortalité en comparant le Camp-le-Jeune à une autre base militaire semblable, où l'eau potable n'a pas été contaminée. C'est une bonne comparaison. Nous avons réussi à identifier quelques cancers dont l'incidence était plus élevée à Camp-le-Jeune. En particulier le cancer du rein, la leucémie et le myélome multiple. L'étude s'ajoute aux connaissances et à la preuve scientifique.
La science est le fondement de tout. Évidemment, si elle est valable. Et ça prend des dirigeants qui ont le courage d'affronter leurs supérieurs, qui, eux, peuvent subir une pression politique pour étouffer en quelque sorte le cas du camp Lejeune. En janvier dernier, son groupe remporte une autre victoire. Le département américain des anciens combattants, le VA, accepte d'indemniser les vétérans de camp Lejeune. Ils n'ont qu'à prouver qu'ils y ont séjourné pendant 30 jours. Les études ont convaincu le VA de reconnaître la relation entre 8 maladies et l'exposition au TCE, une reconnaissance qui devrait lui coûter plus de 2 milliards de dollars. Today, 22nd of August, it's 20 years that I've been involved in Camp Lejeune. Ces réunions ont lieu 3 fois par année. C'est l'occasion pour les vétérans de partager leur vécu avec les scientifiques, mais aussi de croiser le fer avec le département des anciens combattants. Ils exigent aujourd'hui que les compensations soient étendues aux familles des vétérans. So how are you all handling those type of issues or secondary health effects due to treatment from the primary condition? It doesn't mean that we're always getting it right, so please help us in that regard. Mike Partain, fils de Marine, a vu le jour à Camp Lejeune en 1968. Il y a une dizaine d'années, il apprend qu'il souffre d'un cancer du sein. Il se soigne, puis il se jette dans l'arène avec Jerry Ansminger et il retrace plus d'une centaine d'hommes qui ont vécu à Camp Lejeune et qui sont aussi atteints du cancer du sein. As I found 10, 20, 30, it started attracting attention. J'en ai trouvé 10, 20, 30. Et j'ai commencé à attirer l'attention. On a fait une étude sur le cancer du sein chez l'homme. On a conclu qu'il y avait une apparition précoce de ce cancer. Le nombre étant très petit, on disait qu'il n'y avait pas la puissance statistique pour obtenir un résultat. Mais c'est une maladie rare. Comment arrive-t-on à trouver les chiffres pour répondre aux critères? Eh bien, le nombre de cas est ce qu'on appelle la puissance statistique. En a-t-on suffisamment pour déceler un problème? Quand on a peu de cas, on dit que le résultat obtenu n'aura pas une puissance statistique suffisante. L'épidémiologiste Richard Clapp a été impliqué dans une cause célèbre à Woburn, au Massachusetts, dans les années 80. Il a alors constaté un nombre anormal de leucémie chez les enfants qui avaient bu de l'eau contaminée au TCE. Il y avait suffisamment de cas colligés par Mike Partain pour justifier qu'on s'y attarde. C'est un drapeau rouge. C'est pourquoi l'étude du cancer du sein chez l'homme a été réalisée et qu'elle sera intégrée à une plus grande étude sur l'incidence des cancers. On peut dire que les résultats préliminaires ont levé un drapeau rouge. Il fallait étudier la question. Pour l'agence américaine, la question de la puissance statistique n'est pas un obstacle. Elle continuera d'étudier les cas de cancer du sein chez les hommes, même s'ils ne sont pas très nombreux. Il faut évaluer la situation dans son ensemble. On ne peut pas simplement la rejeter. Quand on observe tous ces cancers qui surviennent à la suite d'une exposition aux mêmes produits chimiques, on voit bien qu'il y a un problème. Au retour, la tension monte chez les experts. Il me semble que les citoyens ont posé cette question. Est-ce que nous, notre population qui avait bu de l'eau contaminée, est-ce qu'on est à risque d'avoir développé certains cancers? Disons que je sois un citoyen de Shannon. Je m'attendrai qu'on fasse tout ce qui est possible pour répondre à cette question. Pierre Band est le président du comité conseil. Il est un pionnier de l'oncologie et de l'épidémiologie du cancer. Le comité conseil a émis des recommandations très précises basées sur
les données nouvelles que le Centre international de recherche sur le cancer avait émises et dont la santé publique n'a pas tenu compte. En 2012, il y a consensus scientifique. Le Centre international de recherche sur le cancer confirme que le trichloroéthylène est un cancérigène reconnu. L'année précédente, l'Agence de protection environnementale américaine, EPA, en était venue aux mêmes conclusions. Dans une petite communauté où on n'a pas la puissance statistique de tout faire les études qu'on aimerait faire, avec la durée d'exposition qu'ils ont eue, les méthodes qui étaient à ma disposition et avec leurs faiblesses, je n'ai pas pu mettre en évidence des problèmes de santé importants. Eux, ils disent, vous n'avez pas répondu à notre question. Ils ont l'impression qu'il y a une résistance de votre part. La résistance, elle est méthodologique et scientifique. Elle n'est pas... J'aurais aimé pouvoir faire une étude comme ils le souhaitent, mais les conditions pour le réaliser ne sont pas disponibles. La recherche tire à sa fin. Le comité conseil, qui avait d'abord envoyé une proposition commune de pousser l'étude, est maintenant divisé. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue d'avancement des connaissances, on aurait toujours pu... Ça fait partie des choses qui auraient pu être explorées. Mélissa Généreux fait partie du comité conseil. Elle est médecin spécialiste en santé publique et dirige aujourd'hui la DSP en Estrie. Je pense que de se poser la question, c'est tout à fait sain. En fait, il fallait se poser la question, mais j'étais aussi très à l'aise avec la réponse qui nous a été offerte. Mais tous ne se rangent pas à l'opinion de la santé publique. La moitié des experts restent campés sur ces positions et les relations s'enveniment. Dans le cas de la santé publique, il y a eu plusieurs ingérences que j'ai considérées comme déplorables, en particulier de faire venir de Colombie-Britannique un des membres de notre comité conseil pour avoir une discussion avec lui dont je ne faisais pas partie. Je n'ai pas considéré que c'était une façon de faire légitime en ce qui me concerne personnellement. Celui qu'on fait venir de Colombie-Britannique, c'est le Dr Tom Kozetsky, qui travaille à la santé publique à Vancouver. Il avait qualifié la version préliminaire du rapport d'erreur conceptuelle majeure. Vous l'avez fait venir de Colombie-Britannique? Oui, je pense que oui. On lui a expliqué notre proposition. Puis là, il a attendu la réponse finale qu'on a déposée. Puis là, son opinion a changé. Mais comment on peut passer d'erreur conceptuelle majeure à c'est un bon rapport et je l'endosse? Vous devriez lui poser la question. I spent a day with the technical team and went over every aspect of the report, mainly in terms of clarity of description as well as some technical issue. And I said, you know, you've got to invite Dr. Band to come to that meeting as well, because I want this to be very open. I didn't change my mind. I was wrong. I was wrong because it wasn't well written, and I think I helped them rewrite the parts that were confusing. À quelques semaines de la publication du rapport, l'expert des citoyens, Claude Tremblay, est expulsé du comité par le docteur Desbiens. J'ai vraiment eu l'impression que j'étais un peu l'empêcheur de tourner en rond, celui qui faisait en sorte que les choses allaient pas bien. François Desbiens n'accepte pas qu'il ait utilisé les données du rapport préliminaire. Et M. Tremblay les a utilisées pour une représentation en cours pour défendre le mouvement des citoyens. En plus, il a proposé des choses comme études qui ont des vices majeurs. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les propositions qui sont faites en soi, ça ne veut pas dire qu'elles sont excellentes et faisables. À la conclusion de l'étude, le Dr Band reproche au directeur d'avoir miné le travail du comité conseil. Il estime que l'indépendance du comité n'a pas été respectée. Il remettra sa démission. On avait un mandat qui nous donnait l'occasion de manifester notre façon de voir sur ce que soumettait la santé publique. Et c'était, dans un certain sens, court-circuiter l'importance du comité conseil. Et ce n'est pas une chose à laquelle j'étais habitué. Il y a une instance de santé publique, l'institut de santé publique, qui est là pour supporter tous les directeurs de santé publique par rapport à ce qu'on fait comme travail. Et il est arrivé à la conclusion que ce qu'on me proposait ne passait pas la rampe. Mais est-ce que ça veut dire que les petites populations sont condamnées à ne pas avoir d'études de qualité? C'est une très bonne question, puis je répondrais oui.
des petites populations exposées à des contaminants à des doses inacceptables mais faibles font apparaître très peu de maladies. Il aurait fallu aller plus loin. Il aurait fallu tenter de faire un lien entre l'exposition et les cancers. Ça n'a jamais été fait. Je crois qu'on s'est arrêté trop tôt. L'étude aurait pu enrichir la littérature et jeter un éclairage sur les produits chimiques qui causent des cancers. Cette contamination est importante pour les citoyens qui ont été exposés. Ce n'est pas anodin. Il y a eu des répercussions importantes pour cette communauté. Pour cette raison, il aurait fallu poursuivre l'étude et ne pas arrêter à mi-chemin. Pour moi, je suis une fille assez pragmatique, mais je me dis, à un moment donné, quand j'ai vu qu'il y avait une certaine déviation vers cet intérêt-là de recherche scientifique, je suis revenue, j'ai relu le mandat et je ne crois pas que les citoyens ont comme préoccupation qu'on fasse des publications scientifiques. Vous ne vouliez pas faire avancer les connaissances scientifiques? Oh, j'ai pas dit que je voulais pas, mais pour moi, c'était une idée parallèle qui peut être intéressante, mais qui répondait pas à notre mandat initial. Disons qu'il y a une approche scientifique et il y a une approche administrative. Donc, la direction de santé publique, elle a pris une approche plus administrative. Elle suivait vraiment leur propre protocole. Donc, c'est un exercice même futile. Ça ne change pas le fait que les citoyens ont subi le préjudice. L'étude de la direction de santé publique a coûté 500 000 $. Les travaux ont duré près de 4 ans. Pas plus de cancer à Shannon, pas de nouvelles recherches. Le docteur François Desbiens estime qu'il a fait son devoir en interdisant la consommation de l'eau après la découverte du TCE à Shannon. Les citoyens souhaitaient que l'étude de la santé publique donne du poids à leur combat judiciaire en établissant un lien de causalité. Elle aura plutôt servi d'arme pour la partie adverse. Je recevais des appels à la maison, moi. Je recevais des appels de des chercheurs d'un peu partout à travers le Canada, puis qui me téléphonaient, puis qui me disaient « N'abandonnez pas. N'abandonnez pas, ne vous laissez pas faire. » C'est un produit qui est dangereux, qui cause plusieurs cancers. Il faut faire de la recherche supplémentaire. Puis fait que je me dis, mais c'est pas des fous, ce monde-là. On a une histoire, on a 16 ans d'histoire avec Santé publique. Puis ça fait qu'on attend peut-être plus grand-chose de Santé publique aujourd'hui. Puis qu'on a l'impression qu'on doit se débrouiller par nous autres mêmes. Après la pause, on fait un retour sur l'une de nos enquêtes, le scandale à la Société immobilière du Québec. Il y a certainement et de façon importante des fautes de gestion et d'imprudence. C'est la vérificatrice générale et elle confirme ce qu'on révélait il y a 1 an en enquête, c'est-à-dire que la Société immobilière du Québec a fait d'énormes concessions pour vendre 3 immeubles du gouvernement. Des concessions d'au moins 18 millions aux acheteurs, Isabelle. Et ça, en plus, il y avait 13 millions de rénovations que le gouvernement a payées pour des immeubles où il était devenu simple locataire. On peut réécouter un extrait du reportage de l'an dernier. Des transactions de plus de 250 millions de dollars sont sur le point de se faire. Les policiers ont enquêté 5 ans pour échafauder une théorie sur ce qui s'est tramé dans les bureaux de la Société immobilière du Québec à cette époque. C'est la plus grande fraude immobilière qui aura eu lieu, je pense, au Québec et au Canada. Place Québec, à côté du Parlement, est mise en vente. Les acheteurs retenus deviendront des vedettes de la Commission Charbonneau. Guy Gionnet, alors PDG de Solim, le bras immobilier du Fonds de solidarité FTQ, fait alliance avec Tonia Curso, qui se passe de présentation. Votre profession? Entrepreneur. Guy Gionnet a expliqué aux enquêteurs pourquoi Solim à Curso ont embauché William Bartlett pour les aider à négocier. Il disait qu'il avait un accès privilégié auprès de gens à la SIC, qui lui permettait de l'aider dans la négociation et de favoriser à son avantage la négociation. Avec quels gens à la SIC Bartlett avait-il des accès privilégiés? Le président et celui qui négociait, le vice-président Pierre Fournier. Bartlett m'a dit qu'il contrôlait le conseil de la SIC. Au terme des négociations, les acheteurs estiment avoir fait une bonne affaire. Un prix réduit, un bail de 20 ans avec la SIC et des loyers majorés de 36 %.
Avez-vous été témoin de cadeaux et ou montants d'argent que Bill Bartlett aurait remis à un ou des dirigeants de la SIC? Témoin, non. Mais Bill parlait qu'il était très près des dirigeants et qu'il s'en servait pour faciliter la négociation. Moi, j'en ai conclu que s'il avait ces résultats-là, ça entraînait possiblement des contreparties. Alors, Marie-Maude, qui sont les responsables? Notre reportage révélait que la police enquête sur des allégations de pots de vin concernant plusieurs personnes, dont l'ex-PDG de la société immobilière Marc-André Fortier et 3 collecteurs de fonds du Parti libéral du Québec, William Bartlett, Charles Rondeau et Franco Fava. Tout le monde, évidemment, a nié ces allégations au moment du reportage, dont on peut écouter un autre extrait. Nous avons tenté d'obtenir la version des faits de Franco Fava sur l'ensemble des allégations dans notre reportage. Il nie avoir des comptes à l'étranger. Vous n'avez pas reçu, en date du 24 décembre 2004, un transfert de 200 000 dans votre compte à Nassau? Madame, je ne suis pas au courant de rien. J'ai rien à vous dire. Ça vient d'arrêter là. Avez-vous un compte à la banque d'arrêter là, madame. Monsieur, avez-vous un compte? Monsieur, écoutez. Ça vient d'arrêter là. Nous avons également offert à Charles Rondeau l'occasion de s'expliquer. Je vais vous parler de transactions à la société immobilière. Puis je vais vous parler de votre compte de banque en Autriche aussi. OK. Alors, moi, là, je vais parler à mon avocat, là, puis on verra ça. Il ne nous a jamais rappelé. Ce sont des gens qui se sont associés de façon très, très ouverte à l'époque avec le premier ministre qui était en poste. On sait que c'est des gens qui se sont affichés comme des amis du premier ministre. C'est le quotidien des gens, des enquêteurs de l'UPAC. Par définition, lorsqu'on enquête en criminalité organisée, criminalité financière organisée ou en corruption, on est toujours dans les sphères gouvernementales. Mais là, on se rendait compte qu'on était pas mal proche du premier étage. La vérificatrice générale poursuit son enquête, mais cette fois-ci sur certains renouvellements de baux à la société immobilière. Et cette question-là fait d'ailleurs partie aussi de l'enquête de l'UPAC, une enquête qui, vous le savez, est longue, a commencé il y a très longtemps. D'ailleurs, au moment de diffuser notre reportage, cette enquête-là était presque terminée. Finalement, il y a eu changement d'équipe de procureurs. Alors, on a renvoyé les enquêteurs faire leur devoir, mais l'enquête est toujours en cours, selon nos informations. Donc, on va continuer de suivre cela en 2018. Assurément, parce que c'est déjà la dernière émission avant la pause des fêtes. On vous souhaite une excellente période des fêtes. On a déjà hâte de vous retrouver. Alors, très joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe et on se retrouve en janvier pour d'autres enquêtes.